Le silence de la nuit était habituellement mon allié, un voile apaisant qui recouvrait les bruits du monde et me permettait de sombrer dans un sommeil réparateur. Mais ces derniers temps, ce silence était devenu oppressant, chargé d'une tension invisible qui me tenait éveillé, les sens en alerte. Mon appartement, que j'avais toujours considéré comme mon sanctuaire, semblait désormais étranger, ses ombres familières prenant des formes menaçantes dans l'obscurité. Je me retournais sans cesse dans mon lit, les draps froissés sous mes doigts, incapable de trouver une position confortable. Mon esprit était une arène où se livraient des combats incessants, des souvenirs fragmentés qui refusaient de s'assembler en un tout cohérent. Après ce qui s'est passé, cette phrase résonnait en boucle dans ma tête, un écho lancinant d'un passé que j'avais tant essayé d'oublier. Un passé qui avait marqué ma vie d'une cicatrice indélébile, une blessure profonde qui ne cicatriserait jamais complètement. Ce qui s'était passé, c'était il y a 5 ans. Un événement tragique, une nuit d'horreur qui avait emporté une partie de moi et changé à jamais le cours de mon existence. Je préférais ne pas y penser, enfouir ces souvenirs au plus profond de mon inconscient, les recouvrir d'un voile épais d'oubli. Mais parfois, comme cette nuit, ils refaisaient surface, plus vifs et plus douloureux que jamais. Un simple bruit dans la rue, une odeur familière, une phrase entendue par hasard, tout pouvait réveiller le monstre tapi dans l'ombre de ma mémoire. Et cette nuit, c'était un rêve étrange et fragmenté, peuplé de silhouettes indistinctes et de murmures inintelligibles. Mais au milieu de ce chaos onirique, une image avait surgi avec une clarté terrifiante. Un visage que je connaissais trop bien, un visage que j'avais cru ne plus jamais revoir. Le visage de lui, le visage de celui qui avait... Je me suis réveillé en sursaut, le corps couvert de sueur froide, le cœur battant la chamade. La réalité avait brutalement remplacé le cauchemar, mais la peur persistait, tenace et oppressante. Je me suis levé et suis allé à la fenêtre. La ville dormait encore, enveloppée dans le silence de l'aube naissante. Les rues étaient désertes, les lumières éteintes. Tout semblait paisible, normal. Mais pour moi, la normalité n'existait plus depuis longtemps. Depuis ce qui s'était passé, ma vie était une perpétuelle vigilance, une lutte constante contre mes propres démons. J'avais appris à me méfier de tout et de tout le monde, à scruter le moindre détail, à interpréter le moindre signe. La paranoïa était devenue ma compagne de tous les jours. Et ce rêve, ce visage, ils avaient ravivé mes angoisses, mes peurs les plus profondes. Je savais que je ne pourrais pas rester passive, attendre que le cauchemar devienne réalité. Je devais agir. Je devais comprendre pourquoi ce visage était réapparu dans mes rêves après tant d'années. Je devais savoir si c'était un simple hasard, une manifestation de mon subconscient torturé, ou si cela signifiait quelque chose de plus, quelque chose de dangereux. La situation, apparemment banale au départ, prenait une tournure inattendue, troublante. Un voile se levait sur un passé que je croyais révolu, et une menace sourde commençait à se profiler à l'horizon. Le jour se leva lentement, dissipant les ombres de la nuit, mais n'apaisant pas l'inquiétude qui me tenait étreinte. Je me préparais machinalement, le corps lourd de fatigue et l'esprit encombré de pensées sombres. Le café, habituellement un réconfort matinal, avait un goût amer ce jour-là. Je regardais par la fenêtre, observant le balai incessant des passants dans la rue en contrebas. Des visages anonymes, des vies que je ne connaissais pas, qui ignoraient tout du tourment qui agitait mon âme. Je me sentais isolé, coupé du monde, comme enfermé dans une bulle de peur et de suspicion. Au travail, à la librairie où j'étais employé, j'essayais de me concentrer sur mes tâches, de conseiller les clients,
de ranger les livres. Mais mon esprit était ailleurs, obsédé par le rêve de la nuit précédente. Le visage de lui, pourquoi était-il revenu me hanter? Avais-je vu quelque chose, entendu quelque chose qui avait réveillé ce souvenir douloureux? J'essayais de me remémorer les jours précédents, le moindre détail, la moindre conversation qui aurait pu déclencher ce cauchemar. Rien. Tout semblait normal, ordinaire. C'était peut-être ça le plus troublant. Cette normalité apparente qui contrastait si violemment avec le chaos qui régnait en moi. Soudain, une cliente s'approcha du comptoir, un livre à la main. « Excusez-moi, dit-elle. Auriez-vous d'autres ouvrages de cet auteur ?» Je sursautai, ramené brutalement à la réalité. « Bien sûr, madame, » répondis-je en essayant de masquer mon trouble. Je pris le livre et me dirigeai vers le rayon correspondant. En cherchant les autres titres de l'auteur, mon regard fut attiré par une couverture. Un visage que je connaissais, un visage que je n'avais pas revu depuis 5 ans, le visage de son avocat. Mon sang se glaça. Qu'est-ce que ce livre faisait là? C'était un ouvrage juridique, un recueil d'affaires criminelles célèbres. Pourquoi cette cliente s'intéressait-elle à ça? Et pourquoi ce livre en particulier? Je pris le livre et examinai la 4e de couverture. Un résumé de l'affaire était présenté, mentionnant les noms des personnes impliquées. Son nom y figurait, le nom de celui qui avait été condamné pour ce qui s'était passé. Mais l'avocat, pourquoi son visage était-il sur la couverture? Était-ce lui qui avait défendu l'accusé? Un frisson parcourut mon échine. Un sentiment étrange, un mélange de malaise et de suspicion commença à m'envahir. C'était peut-être une simple coïncidence. Peut-être que cette cliente était juste intéressée par le droit pénal. Peut-être que l'avocat était une figure médiatique dans ce domaine. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas un hasard. Ce livre, ce visage, ils étaient comme un signe, un avertissement, un lien entre mon passé douloureux et mon présent fragile. Je devais en savoir plus. Je devais comprendre pourquoi cet avocat était réapparu dans ma vie, même indirectement. La tension montait en moi, alimentée par cette découverte inattendue. Un secret semblait se dévoiler, une connexion que je n'avais pas vue venir. J'étais forcé d'agir, de ne pas ignorer ce signe troublant. Mon point de rupture approchait. Après le départ de la cliente, je n'arrivais plus à me concentrer sur mon travail. L'image de la couverture du livre, le visage de l'avocat, hantait mes pensées. Je me demandais pourquoi ce souvenir avait refait surface de manière aussi inattendue. Était-ce mon subconscient qui me jouait des tours? Ou y avait-il une raison plus tangible à cette réapparition? J'essayais de me rappeler les détails de l'affaire, le nom de l'avocat, mais ma mémoire était floue, embrouillée par les années et le traumatisme. Je savais que je devais faire des recherches, retrouver des informations sur ce livre, sur cet avocat. Mais la simple idée de replonger dans ce passé douloureux me terrifiait. Pourtant, je savais que je n'avais pas le choix. Si ce visage était réapparu dans ma vie, c'était peut-être pour une raison. Peut-être que quelque chose avait changé. Peut-être que la vérité n'était pas celle que je croyais. Pendant ma pause déjeuner, je suis allé à la bibliothèque municipale. J'ai cherché le livre en question dans le catalogue et l'ai trouvé assez rapidement. En l'ouvrant, j'ai parcouru la table des matières jusqu'au chapitre consacré à l'affaire qui m'avait tant marqué. J'ai relu le récit des faits, les témoignages, le verdict. Le nom de l'avocat était mentionné à plusieurs reprises. Maître Antoine Lefebvre. Le visage sur la couverture était bien le sien. J'ai continué à lire, essayant de comprendre son rôle dans cette affaire.
Il était présenté comme un avocat brillant et tenace, qui avait tout fait pour défendre son client, malgré l'évidence des preuves. Mais quelque chose dans la description de sa stratégie, dans les extraits de ses plaidoiries, me mettait mal à l'aise. J'avais l'impression qu'il avait manipulé les faits, qu'il avait semé le doute dans l'esprit des jurés. J'ai cherché d'autres informations sur Maître Lefebvre. J'ai trouvé des articles de presse, des interviews, des émissions de télévision où il parlait de sa carrière et de ses affaires les plus médiatiques. Il était présenté comme une figure controversée, un avocat prêt à tout pour gagner, quitte à franchir certaines limites éthiques. Plus j'en apprenais sur lui, plus mon malaise grandissait. Pourquoi un tel avocat avait-il défendu celui qui avait détruit ma vie? Y avait-il eu des zones d'ombre dans cette affaire que j'ignorais? Des secrets qui avaient été bien gardés? En rentrant chez moi le soir, je me sentais de plus en plus troublé. La réapparition de ce visage, la lecture de ce livre, tout cela avait réveillé de vieilles angoisses et semé le doute dans mon esprit. Je savais que je ne pourrais pas rester passive. Je devais en savoir plus. Je devais comprendre pourquoi cet avocat était revenu hanter mes pensées. La tension montait en moi, alimentée par ces découvertes inquiétantes. Des secrets semblaient se cacher derrière la façade de la justice. J'étais forcé d'agir, de creuser plus profondément pour découvrir la vérité. Mon point de rupture approchait. Les nuits suivantes furent agitées, peuplées de rêves fragmentés et angoissants. Le visage de Maître Lefebvre se mêlait aux images floues du passé, créant un cauchemar oppressant. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant la chamade, incapable de distinguer la réalité de la fiction. Pendant la journée, j'essayais de me concentrer sur mon travail, mais mon esprit était constamment ramené à cette affaire, à cet avocat. Je relisais les articles de presse que j'avais trouvés, analysant chaque mot, chaque détail, à la recherche d'indices qui pourraient m'éclairer. Je me souvenais de bribes du procès, des témoignages hésitants, des silences pesants. J'avais été tellement traumatisé à l'époque que ma mémoire était parcellaire, incomplète. Mais certains moments restaient gravés dans ma mémoire avec une clarté douloureuse. Le regard froid et arrogant de l'accusé, les larmes de la famille de la victime, la voix persuasive de Maître Lefebvre. Tout cela se mélangeait dans ma tête, créant un sentiment de malaise et d'injustice. Je commençais à douter de tout. Avais-je bien perçu la vérité à l'époque? Avais-je été aveuglé par ma propre douleur? Maître Lefebvre avait-il vraiment réussi à manipuler le jury? L'idée que la justice n'avait peut-être pas été rendue me hantait. Et si celui qui avait détruit ma vie n'avait pas payé le prix de ses actes? Et si Maître Lefebvre avait joué un rôle plus sombre dans cette affaire? Je savais que ces pensées étaient peut-être le fruit de mon imagination torturée par le traumatisme. Mais je ne pouvais pas les ignorer. Le doute s'était installé en moi, et il ne ferait que grandir tant que je n'aurais pas la vérité. Je décidai de contacter une ancienne collègue de travail, une journaliste qui avait couvert l'affaire à l'époque. Je me souvenais qu'elle avait été très impliquée et qu'elle avait semblé sceptique quant au verdict. Peut-être qu'elle avait des informations que je n'avais pas. Je la retrouvai dans un café près de son bureau. Elle fut surprise de me revoir après tant d'années. Je lui expliquai pourquoi je l'avais contactée, lui parlant de mon rêve, de la découverte du livre, de mes doutes. Elle m'écouta attentivement, puis elle soupira. « Écoute, » me dit-elle, « je comprends que tu veuilles comprendre. Cette affaire nous avait tous marqués à l'époque. Il y avait quelque chose de troublant, des zones d'ombre que l'enquête n'avait jamais éclaircies. Elle me raconta ses propres impressions à l'époque, ses doutes quant à la culpabilité de l'accusé, les rumeurs qui circulaient là sur l'influence de Maître Lefebvre. Elle me confia qu'elle avait elle-même essayé de creuser davantage,
mais qu'elle s'était heurtée à un mur de silence. « Je n'ai jamais eu de preuves concrètes, me dit-elle. Mais j'ai toujours eu l'impression que la vérité était ailleurs. » Ces paroles ne firent qu'alimenter mes propres soupçons. Il semblait que quelque chose clochait dans cette affaire, quelque chose que l'on m'avait caché. La tension montait en moi, alimentée par ces révélations. Des secrets semblaient enfouis profondément, attendant d'être déterrés. J'étais forcé d'agir, de ne pas laisser ces doutes m'obséder. Mon point de rupture approchait. Après ma rencontre avec la journaliste, j'étais plus déterminé que jamais à découvrir la vérité sur ce qui s'était passé il y a 5 ans. Les doutes qu'elle avait soulevés avaient résonné avec mes propres intuitions. Et je savais que je ne pouvais plus ignorer ce sentiment persistant de malaise. Je décidai de reprendre l'enquête là où la journaliste l'avait laissée. Je savais que ce ne serait pas facile, que je risquais de me heurter à des obstacles et à des silences. Mais j'étais prête à tout pour découvrir la vérité, même si elle était douloureuse. Je commençais par retourner au tribunal où le procès avait eu lieu. J'espérais pouvoir consulter les archives de l'affaire, retrouver des transcriptions d'audience, des rapports d'enquête qui pourraient m'apporter de nouveaux éléments. Mais l'accès aux archives judiciaires était réglementé et je n'avais pas de raison légitime pour les consulter. Je tentais ma chance malgré tout, me présentant au guichet des archives et expliquant ma situation. La personne à l'accueil fut compréhensive, mais elle m'expliqua qu'elle ne pouvait pas me donner accès aux documents sans une autorisation spéciale. Déçue, je quittai le tribunal, me sentant frustrée et impuissante. Mais je ne comptais pas m'arrêter là. Je savais qu'il existait d'autres moyens d'obtenir des informations. Je pensais aux victimes collatérales de cette affaire, à la famille de celui qui avait été condamné. Peut-être qu'ils avaient eux aussi des doutes, des questions sans réponse. Je me mis à chercher des informations sur eux, essayant de retrouver leurs coordonnées. Ce fut une tâche ardue, car ils avaient disparu de la circulation après le procès, probablement pour essayer de reconstruire leur vie loin des regards indiscrets. Mais je ne perdis pas espoir. Je passais des heures sur Internet, épluchant les anciens articles de presse, les forums de discussion, les réseaux sociaux. Finalement, je trouvai une piste. Un ancien voisin de la famille avait mentionné sur un forum le nouveau lieu de résidence de la mère de l'accusé. C'était une petite ville dans une autre région. Je pris une décision impulsive. Je devais aller la voir. Je pris un billet de train et partis le lendemain matin. Le voyage fut long et angoissant. Je ne savais pas comment cette femme allait réagir en me voyant. Allait-elle m'accueillir ou me fermer la porte au nez? Mais je devais essayer. J'arrivais dans la petite ville en fin de journée. Je trouvai l'adresse de la mère de l'accusé et me présentai à sa porte. Une femme âgée, au visage marqué par la tristesse, m'ouvrit. Je lui expliquai qui j'étais et pourquoi j'étais venu. Au début, elle fut méfiante. Mais en entendant mon histoire et mes doutes, elle accepta de me parler. Elle me raconta sa version des faits, sa conviction de l'innocence de son fils, ses propres soupçons concernant le rôle de Maître Lefebvre. Elle me montra des lettres que son fils lui avait écrites de prison, dans lesquelles il clamait son innocence et exprimait sa peur de ne pas être cru. Ces paroles ne firent que renforcer mes propres doutes. Il semblait que la vérité était bien plus complexe que ce qui avait été présenté au procès. La tension montait en moi, alimentée par ces nouveaux éléments. Des secrets semblaient enfouis profondément, attendant d'être révélés. J'étais forcé d'agir, de ne pas laisser cette opportunité m'échapper. Mon point de rupture approchait. La conversation avec la mère de l'accusé dura plusieurs heures. Elle me raconta en détail le déroulement du procès de son fils, ses propres observations, ses intuitions de mère. Elle me confia qu'elle avait toujours eu l'impression que Maître Lefebvre n'avait pas tout dit,
qu'il avait orienté l'enquête dans une certaine direction pour protéger quelqu'un d'autre. Elle me montra des notes qu'elle avait prises pendant les audiences, des contradictions qu'elle avait relevées dans les témoignages, des questions que l'avocat de la partie civile n'avait pas posées. Tout cela alimentait mon propre sentiment d'injustice et renforçait ma conviction que la vérité n'avait pas éclaté au grand jour. La mère de l'accusé me donna également des copies de lettres que son fils lui avait envoyées de prison. Dans ces lettres, il décrivait son désespoir, son sentiment d'être piégé, sa peur de ne jamais pouvoir prouver son innocence. Il mentionnait également des détails troublants sur les jours précédant l'événement tragique, des éléments qui n'avaient jamais été évoqués lors du procès. En lisant ces lettres, j'ai ressenti une profonde empathie pour cet homme que j'avais toujours considéré comme mon ennemi. Je commençais à me demander si je ne m'étais pas trompé, si la justice avait vraiment été rendue. La mère de l'accusé me parla également de Maître Lefebvre. Elle me raconta qu'il avait été très insistant pour que son fils plaide coupable, lui assurant que ce serait la meilleure solution pour lui. Elle avait trouvé son attitude étrange, presque pressante. Elle avait eu l'impression qu'il voulait clore l'affaire rapidement, sans chercher à approfondir certains aspects. Tout cela me semblait de plus en plus suspect. Pourquoi un avocat aussi réputé aurait-il agi de la sorte s'il croyait à l'innocence de son client? Y avait-il quelque chose qu'il voulait cacher? La mère de l'accusé me donna le nom d'un ancien associé de Maître Lefebvre, un avocat qui avait quitté son cabinet quelques années après le procès de son fils. Elle pensait qu'il pourrait avoir des informations intéressantes à partager. Je décidai de le contacter dès mon retour chez moi. J'avais l'impression de progresser dans mon enquête, de me rapprocher de la vérité. Mais en même temps, j'étais de plus en plus angoissé par ce que je pourrais découvrir. La tension montait en moi à mesure que je rassemblais les pièces du puzzle. Des secrets semblaient enfouis profondément, attendant d'être révélés. J'étais forcé d'agir, de ne pas m'arrêter en si bon chemin. Mon point de rupture approchait. De retour chez moi, je me sentais partagé entre l'espoir de découvrir la vérité et la peur de ce que cette vérité pourrait révéler. La conversation avec la mère de l'accusé avait semé des graines de doute dans mon esprit, et je ne pouvais plus ignorer la possibilité que la justice n'ait pas été rendue. Je contactai l'ancien associé de Maître Lefebvre, Maître Dubois. Il accepta de me rencontrer dans son bureau quelques jours plus tard. Lorsque je lui racontai mon histoire et mes doutes concernant l'affaire d'il y a 5 ans, il m'écouta attentivement, sans m'interrompre. Je sentais une certaine tristesse dans son regard, comme s'il n'était pas surpris par ce que je lui disais. À la fin de mon récit, il soupira et me dit « Je comprends votre démarche, madame. J'ai moi aussi eu des doutes à l'époque. » Il me raconta qu'il avait quitté le cabinet de Maître Lefebvre peu de temps après le procès, car il n'était pas d'accord avec certaines de ses méthodes. Il avait trouvé son comportement étrange pendant l'affaire qui m'intéressait, presque trop zélé à vouloir conclure rapidement. Il me confia qu'il avait eu l'impression que Maître Lefebvre protégeait quelqu'un, mais il n'avait jamais eu de preuves concrètes. Maître Dubois me révéla également que Maître Lefebvre avait une réputation sulfureuse dans le milieu judiciaire. Il était connu pour être prêt à tout pour gagner, quitte à manipuler les preuves ou à intimider les témoins. Il me donna quelques exemples d'affaires où il avait eu recours à des méthodes douteuses. Plus j'en apprenais sur Maître Lefebvre, plus mon malaise grandissait. Il semblait de plus en plus évident qu'il avait joué un rôle trouble dans l'affaire qui avait détruit ma vie. Mais pourquoi? Qui protégeait-il? Et quel était son intérêt à ce que la vérité n'éclate pas? Maître Dubois me suggéra de contacter un ancien enquêteur de police qui avait travaillé sur l'affaire à l'époque. Il pensait qu'il pourrait avoir conservé des notes ou des informations qui n'avaient pas été utilisées lors du procès. Il me donna son nom et son numéro de téléphone. Je remerciai Maître Dubois pour son aide précieuse et quittai son bureau, le cœur battant d'espoir et d'anxiété. J'avais l'impression de me rapprocher de la vérité,
Mais je savais aussi que le danger pouvait se cacher derrière chaque nouvelle découverte. La tension montait en moi à mesure que je poursuivais mon enquête. Les secrets semblaient de plus en plus lourds et menaçants. J'étais forcé d'agir, de ne pas reculer maintenant que j'étais si près du but. Mon point de rupture approchait. Je n'hésitais pas une seconde et appelai l'ancien enquêteur de police, Monsieur Martel. Il accepta de me rencontrer le lendemain matin dans un café discret. Monsieur Martel était un homme d'une 50aine d'années, au regard perçant et à l'allure fatiguée. Il semblait porter le poids de nombreuses années passées à côtoyer la misère humaine. Je lui racontai mon histoire, mes doutes, mes découvertes. Il m'écouta en silence, hochant la tête de temps en temps. Lorsque j'eus terminé, il prit une longue inspiration et me dit « Votre histoire ne me surprend pas, madame. J'ai toujours eu des réserves sur cette affaire. » Il me confia qu'à l'époque, l'enquête avait été bouclée très rapidement, sous la pression de la hiérarchie et de l'opinion publique. Il y avait eu des zones d'ombre, des témoignages contradictoires qui n'avaient pas été approfondis. Il m'expliqua qu'il avait lui-même eu des soupçons concernant l'alibi de l'accusé, mais ses supérieurs lui avaient demandé de ne pas insister. Maître Lefebvre était très influent, me dit-il. Il avait des contacts haut placés. Il a su orienter l'enquête comme il le souhaitait. Monsieur Martel me révéla qu'il avait conservé des copies de certains documents de l'enquête, des éléments qui n'avaient jamais été présentés au procès. Il me proposa de me les montrer. Nous nous rendîmes chez lui, un petit appartement sombre et désordonné. Il ouvrit un vieux carton rempli de dossiers et en sortit plusieurs liasses de papier. Il me montra des rapports d'interrogatoire, des photos de la scène de crime, des expertises techniques. En examinant ces documents, je découvris des détails troublants qui n'avaient jamais été rendus publics. Des incohérences dans les témoignages, des éléments matériels qui n'avaient pas été pris en compte, des pistes qui n'avaient pas été explorées. Plus je lisais, plus la conviction grandissait en moi que la vérité avait été dissimulée. Monsieur Martel me montra également un rapport d'un expert en balistique qui mettait en doute la version officielle des faits. Selon cet expert, la trajectoire du projectile ne correspondait pas à l'arme prétendument utilisée par l'accusé. Cette information était explosive. Elle remettait en question toute l'enquête et le verdict du procès. J'étais sous le choc. La vérité était bien plus sombre et complexe que je ne l'avais imaginé. J'avais enfin des preuves concrètes que la justice n'avait pas été rendue. La tension était à son comble. Tous ces secrets, ces mensonges, ces manipulations. J'atteignais un point de rupture. Je savais que je ne pouvais plus me taire. Je devais agir. Après avoir examiné les documents fournis par M. Martel, une rage froide commença à monter en moi. La vérité était là, palpable, sous mes yeux. La justice avait été bafouée, et celui qui avait détruit ma vie n'avait peut-être pas été le seul coupable, voire même pas le coupable du tout. Maître Lefebvre avait manipulé l'enquête, protégé quelqu'un, et un innocent avait payé le prix. L'injustice était flagrante, et je ne pouvais pas la laisser impunie. Je remerciais M. Martel pour son aide précieuse et quittai son appartement avec les copies des documents. J'avais besoin de temps pour digérer ces révélations, pour élaborer un plan. Je savais que ce que j'allais faire était risqué, mais je ne pouvais pas reculer. La vérité devait éclater au grand jour, coûte que coûte. Je passais les jours suivants à analyser les documents, à recouper les informations, à chercher d'autres preuves qui pourraient étayer mes soupçons. Je contactai la journaliste qui avait couvert l'affaire à l'époque et lui fis part de mes découvertes. Elle fut stupéfaite et accepta de m'aider à enquêter plus en profondeur. Ensemble, nous avons examiné les anciens articles de presse, les transcriptions d'audience, les témoignages. Nous avons retrouvé d'autres témoins qui avaient eu des doutes à l'époque, mais qui n'avaient pas osé parler. Petit à petit,
le puzzle se reconstitua. Nous découvrîmes des liens troublants entre Maître Lefebvre et certaines personnalités influentes de la ville. Des rumeurs de corruption, de trafic d'influence commençaient à émerger. Il semblait que Maître Lefebvre avait des secrets à protéger, des intérêts à défendre qui dépassaient le simple cadre de son métier d'avocat. Plus nous avancions dans notre enquête, plus le danger se précisait. Nous avions l'impression de déranger des personnes puissantes, prêtes à tout pour que la vérité n'éclate pas. Nous reçûmes des menaces anonymes, des avertissements nous intimant de cesser nos investigations. Mais cela ne fit que renforcer notre détermination. Nous étions sur la bonne voie, et nous n'allions pas nous laisser intimider. Un soir, alors que nous travaillions tard dans les locaux du journal de la journaliste, nous reçûmes un appel téléphonique anonyme. La voix au bout du fil était froide et menaçante. « Vous feriez mieux d'arrêter vos petites investigations », nous dit la personne. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes embarqué. Si vous continuez, vous le regretterez. » La ligne se coupa. Nous nous regardâmes, conscientes du danger. Mais nous savions aussi que nous ne pouvions pas reculer. Nous étions trop près de la vérité. Le lendemain, la journaliste reçut un message de l'un de ses contacts dans la police. Il lui conseilla de faire attention, car il y avait des rumeurs de réouverture de l'enquête sur l'affaire d'il y a 5 ans. Maître Lefebvre aurait soi-disant fourni de nouveaux éléments qui mettaient en doute la culpabilité de l'accusé. C'était un coup de théâtre. Maître Lefebvre essayait de manipuler à nouveau la justice. Mais cette fois, nous étions prêtes. Nous avions les preuves, les témoignages, les documents. La vérité allait enfin éclater au grand jour. Le climax approchait. La nouvelle de la possible réouverture de l'enquête se répandit rapidement dans les médias. Maître Lefebvre, toujours aussi habile dans la manipulation de l'opinion publique, se présentait comme un défenseur de la justice, soucieux de réparer une erreur judiciaire. Mais nous savions que la vérité était tout autre. Il essayait de se couvrir, de faire diversion pour protéger quelqu'un. La journaliste et moi décidâmes d'accélérer nos investigations. Nous devions rendre nos découvertes publiques avant que Maître Lefebvre ne parvienne à ses fins. Nous contactâmes un avocat spécialisé dans les affaires de corruption et lui présentâmes nos preuves. Il fut stupéfait par ce que nous avions découvert et accepta de nous aider. Ensemble, nous préparâmes un dossier solide, étayé par les documents fournis par M. Martel, les témoignages que nous avions recueillis et les liens troublants que nous avions mis en évidence entre Maître Lefebvre et certaines personnalités influentes. Nous décidâmes de rendre notre dossier public lors d'une conférence de presse que la journaliste organisa dans les locaux de son journal. Le jour de la conférence, j'étais nerveuse, mais déterminée. C'était le moment de vérité, le moment de révéler au monde entier ce que Maître Lefebvre avait fait. La salle de conférence était pleine à craquer. Les journalistes étaient devenus en nombre, attirés par le caractère explosif de nos révélations. La journaliste prit la parole la première, expliquant les raisons de cette conférence de presse et présentant brièvement l'affaire d'il y a 5 ans. Puis, ce fut mon tour. Je racontais mon histoire, mon traumatisme, mes doutes quant au verdict du procès. Je présentais les preuves que nous avions recueillies, les incohérences de l'enquête, les soupçons concernant le rôle de Maître Lefebvre. Je parlais de la mère de l'accusé, de son désespoir, des lettres de son fils clamant son innocence. L'émotion était palpable dans la salle. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Les flashs crépitaient. À la fin de mon intervention, l'avocat prit la parole et expliqua les implications juridiques de nos découvertes. Il demanda la réouverture de l'enquête et l'inculpation de Maître Lefebvre pour obstruction à la justice et corruption. Nos révélations firent l'effet d'une bombe. Le lendemain, les journaux titraient en première page sur le scandale.
Maître Lefebvre était mis en cause. Son image de brillant avocat était ternie. Une enquête fut officiellement ouverte et Maître Lefebvre fut convoqué par la police pour être interrogé. J'avais enfin l'impression que justice allait être rendue. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Il restait encore une pièce essentielle du puzzle à découvrir. Quel était le secret que Maître Lefebvre protégeait à tout prix? Et qui était la personne qu'il essayait de disculper? La vérité choquante était sur le point d'être révélée. L'enquête sur Maître Lefebvre progressait rapidement. Les preuves que nous avions fournies étaient accablantes et de nombreux témoins se manifestèrent pour corroborer nos dires. Son ancien associé, Maître Dubois, témoigna de ses méthodes douteuses et de son comportement étrange lors de l'affaire d'il y a 5 ans. L'ancien enquêteur, M. Martel, remit aux autorités les copies des documents qu'il avait conservés, confirmant les incohérences de l'enquête initiale. La pression médiatique était intense, et Maître Lefebvre, habituellement si sûr de lui, commençait à montrer des signes de panique. Il tenta de discréditer nos témoignages, nous accusant de diffamation et de manipulation. Mais ces tentatives furent vaines face à la solidité de nos preuves. Un jour, alors que l'enquête battait son plein, je reçus un appel téléphonique d'une personne que je ne connaissais pas. La voix au bout du fil était hésitante, presque craintive. Je crois que j'ai des informations importantes concernant l'affaire d'il y a 5 ans, me dit la personne. Je voudrais vous rencontrer. J'acceptai immédiatement. La personne, une ancienne secrétaire de Maître Lefebvre, me raconta une histoire incroyable. Elle m'expliqua que quelques jours avant l'événement tragique, elle avait entendu une conversation téléphonique entre Maître Lefebvre et une autre personne. Elle n'avait pas compris tous les détails, mais elle avait clairement entendu le nom de la victime et des menaces. Elle avait eu peur à l'époque, mais elle n'avait pas osé parler. Ce n'est qu'en voyant le visage de Maître Lefebvre dans les médias qu'elle avait compris l'importance de ce qu'elle avait entendu. Elle accepta de témoigner auprès de la police. Son témoignage fut déterminant. Il confirmait que Maître Lefebvre était au courant de quelque chose avant l'événement tragique, qu'il avait peut-être même joué un rôle dans ce qui s'était passé. Mais la question restait. Qui était l'autre personne impliquée dans cette conversation? Qui Maître Lefebvre protégeait-il à tout prix? Quelques jours plus tard, un nouveau témoin se manifesta. Il s'agissait d'un ancien ami de la victime qui avait des informations sur ses fréquentations et ses activités les jours précédant sa mort. Il révéla que la victime avait eu une altercation avec une personne influente de la ville, un homme d'affaires puissant qui avait des liens étroits avec Maître Lefebvre. Le nom de cet homme d'affaires me glaça le sang. C'était lui. C'était le nom de celui que j'avais toujours soupçonné, mais que je n'avais jamais pu prouver. C'était le nom de celui qui avait ruiné ma vie. La vérité choquante était enfin révélée. Maître Lefebvre n'avait pas protégé un innocent. Il avait protégé le véritable coupable. La révélation du nom de l'homme d'affaires puissant comme étant potentiellement impliqué dans l'affaire d'il y a 5 ans fit l'effet d'un séisme. Les médias s'emparèrent de cette nouvelle information et la pression sur Maître Lefebvre devint insoutenable. Convoqué une nouvelle fois par la police, il fut confronté au témoignage de son ancienne secrétaire et de l'ami de la victime. Acculé, il finit par craquer et avoua la vérité. Il reconnut avoir été contacté par l'homme d'affaires quelques jours avant l'événement tragique. Celui-ci lui avait confié avoir eu une violente dispute avec la victime et lui avait demandé son aide pour arranger les choses. Maître Lefebvre expliqua qu'il avait d'abord essayé de dissuader l'homme d'affaires, mais celui-ci s'était montré menaçant. Pris de panique, il avait accepté de l'aider, pensant pouvoir étouffer l'affaire discrètement. Il avait manipulé des preuves, influencé des témoins et orienté l'enquête dans une mauvaise direction pour protéger son client puissant.
Son témoignage confirmait tout ce que nous avions découvert avec la journaliste et M. Martel. La justice avait été manipulée, un innocent avait été condamné, et le véritable coupable avait échappé à la justice grâce à la complicité d'un avocat corrompu. L'homme d'affaires fut immédiatement arrêté et placé en garde à vue. Confronté aux aveux de Maître Lefebvre et aux autres preuves que nous avions réunies, il nia d'abord les faits, mais finit par reconnaître sa culpabilité. Il avoua avoir eu une altercation avec la victime qui menaçait de révéler des informations compromettantes sur ses activités illégales. Dans un accès de rage, il l'avait. La vérité était enfin complète, horrible et glaçante. Celui qui avait détruit ma vie n'était pas celui que la justice avait condamné. C'était un homme puissant et influent qui avait utilisé son argent et ses relations pour échapper à ses responsabilités. Et Maître Lefebvre avait été son complice, sacrifiant la vérité et la justice pour protéger ses propres intérêts. L'émotion qui m'envahit fut indescriptible. Un mélange de soulagement, de colère et de tristesse. Soulagement que la vérité ait enfin éclaté au grand jour. Colère contre ceux qui avaient tôt manipulé la justice et causé tant de souffrances. Tristesse pour la victime innocente et pour sa famille. Je pensais à l'accusé, à ces 5 années qu'il avait passées en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Je savais que rien ne pourrait lui rendre ces années perdues, mais j'espérais que la vérité lui apporterait un peu de réconfort. Maître Lefebvre fut inculpé pour obstruction à la justice, corruption et complicité de meurtre. Son procès fut un événement médiatique majeur. Il fut finalement reconnu coupable et condamné à une lourde peine de prison. L'homme d'affaires fut également jugé et condamné pour meurtre. La justice, bien que tardivement, avait enfin triomphé. Après le procès de Maître Lefebvre et de l'homme d'affaires, un sentiment étrange m'envahit. Un mélange de satisfaction d'avoir enfin obtenu justice et de vide, comme si une partie de moi s'était éteinte avec la fin de cette longue bataille. J'avais passé 5 ans de ma vie hanté par le traumatisme, par le doute, par le sentiment d'injustice. Maintenant que la vérité avait éclaté, je devais apprendre à vivre avec. Je pensais à l'accusé, enfin innocenté après 5 années d'enfer. J'espérais qu'il parviendrait à reconstruire sa vie, à retrouver une forme de bonheur après tant de souffrances. J'avais fait ce que je pensais juste, ce que je devais faire après ce qui s'était passé. Je n'avais pas pu rester passive, laisser l'injustice triompher. Mais le prix à payer avait été lourd. J'avais replongé dans mon passé douloureux. J'avais revécu des moments terribles. J'avais mis ma vie en danger. Maintenant, il était temps de me reconstruire, de tourner la page. J'essayais de reprendre le cours de ma vie, de retrouver mes habitudes, mes amis. Mais rien n'était plus pareil. J'avais changé. Le monde autour de moi avait changé. J'avais vu la noirceur de l'âme humaine, la corruption, la manipulation. Cela m'avait rendue plus méfiante, plus cynique peut-être. Mais cela m'avait aussi donné une force nouvelle, une détermination à me battre pour la vérité et la justice. La journaliste était devenue une amie proche. Nous avions traversé cette épreuve ensemble, et cela avait créé un lien indéfectible entre nous. Nous continuâmes à travailler ensemble sur d'autres affaires, dénonçant les injustices, donnant une voix à ceux qui n'en avaient pas. Monsieur Martel était resté en contact avec moi. Il était heureux que la vérité ait enfin éclaté. Il m'avait dit qu'il avait toujours regretté de ne pas avoir pu aller au bout de son enquête à l'époque. Il était fier de moi et de ma détermination. J'essayais de retrouver la famille de la victime, de leur apporter un peu de réconfort. Ils étaient reconnaissants de ce que j'avais fait pour leur fils, pour avoir enfin révélé la vérité sur sa mort. Mais leur douleur était toujours vive, et je savais que rien ne pourrait jamais combler leur perte. Quant à moi,
Je savais que je ne pourrais jamais oublier ce qui s'était passé. Cette cicatrice ferait toujours partie de mon histoire. Mais je refusais de laisser ce passé me définir. Je voulais me reconstruire, me créer un nouvel avenir. Un avenir où la justice, la vérité et l'espoir auraient une place prépondérante. Le chemin serait long et difficile, je le savais, mais j'étais prête à l'affronter. J'avais fait ce que je pensais ne jamais pouvoir faire. J'avais survécu à l'horreur. J'avais combattu l'injustice. J'avais révélé la vérité. Et maintenant, il était temps de vivre. Les années ont lentement effacé les contours les plus douloureux de cette période sombre de ma vie. La cicatrice, bien que toujours présente, ne me brûlait plus avec la même intensité. J'avais appris à vivre avec le passé, à l'intégrer à mon histoire sans qu'il ne me définisse entièrement. J'avais quitté mon emploi à la librairie et, forte de mon expérience avec la journaliste, j'avais commencé à travailler dans le journalisme d'investigation. J'y avais trouvé un sens, une manière de mettre ma propre souffrance au service des autres, de me battre pour la vérité et la justice à une plus grande échelle. La journaliste était devenue une mentor, une amie précieuse avec qui je partageais les défis et les satisfactions de ce métier exigeant. Ensemble, nous avions mené plusieurs enquêtes qui avaient permis de révéler des scandales, de dénoncer des injustices et de faire entendre la voix des victimes. J'avais trouvé ma voie, une manière de transformer ma propre tragédie en quelque chose de positif. Monsieur Martel était resté un ami fidèle. Nous nous rencontrions régulièrement pour déjeuner et il me racontait ses souvenirs de sa carrière dans la police, ses frustrations face aux limites du système, mais aussi ses satisfactions lorsqu'il avait pu contribuer à faire éclater la vérité. Il était fier de mon parcours et m'encourageait dans mon travail. J'avais également gardé le contact avec la mère de l'accusé innocenté. Nous nous parlions de temps en temps au téléphone et je savais qu'elle essayait de reconstruire sa vie après ces années de cauchemar. Elle m'avait dit qu'elle me considérait comme une amie, une personne qui l'avait aidée à retrouver la dignité de son fils. J'avais essayé de retrouver l'accusé lui-même, mais il avait préféré disparaître, changer de vie, loin des projecteurs et des mauvais souvenirs. Je respectais son choix et espérais qu'il avait trouvé la paix. Quant à moi, j'avais réussi à me reconstruire une vie. J'avais rencontré quelqu'un, un homme doux et attentionné, qui connaissait mon passé et l'acceptait. Nous avions construit une relation solide, basée sur la confiance et le respect mutuel. Nous avions même fondé une famille, et mes enfants étaient ma plus grande joie. Je leur avais raconté mon histoire, sans rien leur cacher, car je voulais qu'ils comprennent l'importance de la vérité et de la justice. Je leur avais aussi appris que même après les épreuves les plus difficiles, il était toujours possible de se relever et de trouver le bonheur. Le souvenir de ce qui s'était passé il y a 5 ans était toujours présent, mais il ne me hantait plus de la même manière. J'avais appris à vivre avec, à accepter cette part de mon passé. J'avais fait ce que je pensais ne jamais pouvoir faire. J'avais survécu, j'avais combattu, j'avais révélé la vérité et j'avais trouvé une forme de paix intérieure. Les années ont continué leur course paisible et je regarde aujourd'hui ma vie avec un sentiment de sérénité et de gratitude. Mes enfants ont grandi et ont quitté la maison, mais nous restons très proches. Mon mari et moi avons traversé ensemble les joies et les peines de la vie. Notre amour n'a fait que se renforcer avec le temps. Mon travail de journaliste d'investigation continue de me passionner et je me sens privilégié de pouvoir utiliser ma plume pour défendre les causes qui me tiennent à cœur. La journaliste, mon ancienne mentor, est toujours une amie précieuse et nous collaborons encore de temps en temps sur des projets qui nous semblent importants. Monsieur Martel, bien qu'ayant pris sa retraite, me contacte régulièrement pour prendre de mes nouvelles et me prodiguer ses conseils avisés. La mère de l'accusé innocenté est décédée il y a quelques années.
mais je garde un souvenir ému de sa force et de sa dignité. Je pense parfois à lui, à cet homme qui a payé un prix si lourd pour un crime qu'il n'avait pas commis. J'espère qu'il a trouvé la paix et qu'il a pu reconstruire sa vie loin des traumatismes du passé. Quant à moi, j'ai appris à vivre avec les cicatrices de mon histoire. Elles font partie de moi, elles m'ont façonné, mais elles ne me définissent plus. J'ai fait ce que je pensais ne jamais pouvoir faire après ce qui s'était passé. J'ai survécu à l'horreur, j'ai combattu l'injustice, j'ai révélé la vérité. Et j'ai trouvé une forme de libération, une paix intérieure que je n'aurais jamais cru possible. Je repense parfois à cette nuit fatidique, à la violence, à la peur, à la douleur. Mais ces souvenirs ne me submergent plus. Ils sont là, comme des rappels du chemin parcouru, de la force que j'ai trouvée en moi pour surmonter l'adversité. J'ai tiré une leçon essentielle de cette expérience. La vérité finit toujours par éclater, même si elle met du temps à se manifester. Et il est important de se battre pour elle, même lorsque cela semble impossible. Je sais que je ne suis pas une héroïne. J'ai agi par instinct de survie, par besoin de justice, par désir de ne pas laisser la souffrance l'emporter. Mais si mon histoire peut inspirer d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires, alors tout cela aura eu un sens. Aujourd'hui, je regarde l'avenir avec sérénité et espoir. J'ai une famille que j'aime, un travail qui me passionne, des amis fidèles. J'ai trouvé ma place dans le monde et je suis reconnaissante pour chaque jour qui passe. La vie est précieuse et il faut la vivre pleinement, en tirant les leçons du passé, en savourant le présent et en regardant l'avenir avec confiance. Je n'ai aucun regret quant à ce que j'ai fait après ce qui s'est passé. Je referai le même choix sans hésiter, car au final, c'est ce qui m'a permis de me libérer et de trouver la paix.